Géothermie et propriétés thermiques de la Terre. Une majorité de l'énergie actuellement utilisée provient de la combustion d'énergie fossile ou alors du nucléaire. Or, ces énergies peuvent être soit très polluantes et disponibles en quantité limitée, c'est notamment le cas du charbon et du pétrole, ou alors, comme ça va être le cas du nucléaire, elles posent des problèmes par exemple de sûreté et de gestion des déchets. Donc le développement durable s'intéresse à d'autres filières énergétiques plus respectueuses de l'environnement et quasiment inépuisables pour l'homme, et c'est le cas pour la géothermie. Donc on va voir ici où et comment est exploitée l'énergie géothermique et quelle est son origine. Voyons tout d'abord le flux et le gradient géothermique. Alors l'énergie interne de la Terre est libérée en surface par des processus que l'on appelle spectaculaires, tels que les volcans, donc de frontières de plaques, ou alors les points chauds, les geysers, les sources hydrothermales, etc. Ainsi que par ce qu'on appelle le flux géothermique. Donc celui-ci correspond à une dissipation permanente de l'énergie interne à la surface du globe par unité de temps. Ainsi, c'est la totalité de la surface terrestre qui participe à son refroidissement. Donc le flux thermique est hétérogène, il varie entre 20 et 400 mW par mètre carré, avec une valeur moyenne de 65 mW par mètre carré. Il est généralement plus faible sous les océans que sous les continents et l'évacuation de la chaleur est donc dite hétérogène. Voyons à présent ce qu'on appelle le gradient géothermique ou géotherme. Il s'agit en fait de l'évolution de la température en fonction de la profondeur dans un endroit précis du globe. Et pour calculer le géotherme, on prend ce qu'on appelle des points d'ancrage, c'est-à-dire des températures dont on est sûr à certaines profondeurs. Et à partir de ça, on obtient des courbes géothermiques plus ou moins précises où on a, lorsqu'on calcule la pente, l'augmentation de la température en fonction de la profondeur. Donc pour le géotherme moyen, on a environ 30 degrés par kilomètre. C'est le cas dans la lithosphère. Et après, on passe à 0,3 degrés par kilomètre dans la sténosphère. Mais ce gradient, comme on peut le voir ici, varie selon les différents points du globe, bien évidemment. Voici ici le gradient thermique terrestre depuis la surface du globe jusqu'au noyau interne. Et on voit qu'on a une incertitude évidemment de plus en plus grande quand on se rapproche du noyau interne avec des points d'ancrage où on a des différences de température assez importantes. Donc toute la partie bleu clair, en fait, ça correspond à l'incertitude. Voyons à présent l'origine du flux géothermique et les modalités du transfert d'énergie. Alors, les sources de l'énergie interne du globe, il y en a deux principales. Donc, la majeure partie de l'énergie interne provient de la désintégration d'éléments radioactifs dans la croûte et dans le manteau. C'est le cas de l'uranium, du thorium, du potassium. Et en fonction de leur masse totale et de leur richesse en éléments radioactifs, les différentes enveloppes terrestres participent de façon inégale à cette libération d'énergie. On peut voir ici que la croûte continentale est l'enveloppe la plus riche en éléments radioactifs, mais le manteau est beaucoup plus volumineux. Donc il va libérer à lui seul 70% de l'énergie d'origine radioactive. Il y a un autre responsable de la production de température, c'est la cristallisation de la graine. C'est-à-dire que le noyau interne solide cristallise au détriment du noyau externe liquide. Et ça va aussi participer à une libération de chaleur. Et ce phénomène, qui se produit depuis la formation de la Terre, il y a 4,4 milliards d'années, c'est le refroidissement de la Terre, c'est ce qu'on appelle le refroidissement séculaire. Et donc ça participe à la libération de chaleur. On peut à présent se demander comment l'énergie est-elle transférée à la surface du globe. Eh bien, il y a deux mécanismes. Il y a ce qu'on appelle le mécanisme de conduction et l'autre de convection. C'est des modalités de transfert d'énergie thermique et la convection étant une modalité de transfert dans la Terre beaucoup plus efficace. Donc la convection, comme c'est modélisé ici, c'est un transfert d'énergie thermique avec déplacement de matière sous l'effet de différence de densité et de température. Donc le matériel chaud et peu dense, qui est chauffé donc là par en bas, il va s'élever, tandis que le matériel froid et plus dense, lui, va redescendre et se réchauffer à son tour. Donc les mouvements de matière vont constituer ce qu'on appelle des cellules de convection. Et ce phénomène se produit dans la sténosphère, dans le manteau inférieur, et entraîne un déplacement des plaques lithosphériques au-dessus. Il se produit également dans le noyau externe. La conduction, elle, est un autre transfert d'énergie, mais celui-ci se fait de proche en proche, sans déplacement de matière, sous l'effet d'une agitation des atomes.
Elle s'effectue notamment dans la lithosphère et son efficacité va dépendre de la conductivité thermique des matériaux. Donc quand vous faites chauffer de l'eau dans une casserole, dans l'eau il se produit ce qu'on appelle des mouvements de convection, alors que le manche de la casserole, lui, va transmettre la chaleur par conduction. Donc maintenant, imaginons une expérience simple. Dans le premier cas, à gauche, on chauffe un solide par le bas. Il va se produire alors un phénomène de conduction. La température va progressivement augmenter, donc d'abord en bas, puis va être transmise de proche en proche vers le haut. Dans le cas de droite, on chauffe un liquide par le bas, et là on va avoir un déplacement de matière, donc il va y avoir un réchauffement par convection, par des cellules de convection qui vont se mettre en place. Maintenant, si l'on regarde la température en haut du solide et en haut du liquide, elle va forcément être plus basse qu'en bas, puisqu'on a chauffé par le bas, et on va se rendre compte que pour la conduction, comme le transfert a été moins efficace, en admettant qu'on ait pris un solide avec une conduction faible, eh bien on va avoir une différence de température très élevée. Alors que pour la convection, comme c'est un transfert d'énergie très efficace, on va avoir une différence de température plus faible. Donc imaginons qu'on a pris sur 1 mètre, on va avoir dans le cas 1 un gradient fort de 25 degrés par mètre et dans le cas 2 un gradient beaucoup plus faible. L'idée c'est de vous montrer ici que plus le gradient est faible, plus l'efficacité de transfert est intéressante, puisque ça veut dire que comme il y a une différence très faible de température entre le haut et le bas, on a eu une homogénéisation importante. Du coup, si on regarde à nouveau le document que je vous ai montré tout à l'heure sur le gradient thermique de la Terre, eh bien, on s'aperçoit que quand il y a un gradient fort, comme c'est le cas dans la lithosphère, on serait plutôt sur une conduction, ce qui correspond tout à fait puisque dans la lithosphère, les roches sont solides. Puis en dessous, dans l'asténosphère et dans le manteau inférieur ainsi que dans le noyau externe, on a un gradient plutôt faible et donc on serait plutôt dans une convection. Ce qui est tout à fait logique puisque je vous rappelle que le manteau a un comportement ductile et que le noyau externe est lui liquide. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de trouver comment on peut exploiter la chaleur de la Terre. Donc la géothermie, c'est à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques du globe terrestre et en même temps toutes les techniques qui visent à les exploiter comme source d'énergie calorifique. Donc on ne peut pas utiliser le flux thermique moyen de surface parce qu'il est beaucoup trop faible. Donc il faut trouver des endroits où ce flux est beaucoup plus important et même aller en profondeur pour ramener à la surface la chaleur et l'exploiter. Alors il y a des endroits qui sont plus favorables que d'autres à un flux géothermique élevé. Par exemple, si on se place au niveau des dorsales et plus précisément au niveau de leur axe, on se rend compte que c'est des lieux où le flux géothermique est très important. En effet, ceci s'explique par la montée du manteau asténosphérique à l'axe des dorsales. Donc comme on a une remontée d'un matériel chaud et peu dense, on va avoir un réchauffement. Cette montée se fait au niveau de l'asténosphère par un phénomène de convection et le manteau asténosphérique va transporter avec lui sa chaleur très près de la surface. Il va ensuite y avoir une baisse de pression qui va entraîner une fusion partielle de la péridotite de l'asténosphère avec une production de magma, et ce magma va être à l'origine de la croûte océanique. Au niveau des points chauds, on a également un flux géothermique fort. Donc là c'est un petit peu différent parce que le magma ne va pas se former à quelques kilomètres de profondeur, mais beaucoup plus bas, et selon certaines théories, il se formerait même à 2900 km. C'est là que le magma commencerait à se former. Donc l'explication précise n'est pas encore connue. En revanche, ce qu'on sait, c'est que pour les grands points chauds, le magma qui va remonter va induire une augmentation de température et une fusion des roches tout le long du cheminement. Donc quand ça va arriver en surface, il va faire extrêmement chaud. Donc dans le cas des points chauds, on a également un transfert de chaleur par déplacement de matière. Il nous reste à présent les arcs volcaniques et de cordillère qui, eux, se font au-dessus des zones de subduction. Donc là, c'est un petit peu plus complexe, puisque la zone où va y avoir formation du magma, ça va se faire environ vers 100 km de profondeur. Et là, on ne va pas avoir une diminution de pression ou une augmentation de température. Là, on va avoir une arrivée d'eau qui va être issue de la plaque plongeante, qui va abaisser la température de fusion. Et donc là, on a la possibilité de voir se former des magmas des 900 degrés au lieu des 1200 degrés habituels. Ce qui fait qu'on va également, à ce moment-là, au moment de la formation de magma, on va avoir
un transfert efficace de chaleur par déplacement de matière aussi. Maintenant, il existe des endroits où, au contraire, le flux géothermique est particulièrement faible. C'est le cas notamment au niveau des fosses de subduction. Je vous rappelle que c'est parce que la lithosphère est dense et froide qu'elle va venir s'enfoncer dans le manteau. Donc c'est forcément une zone où le flux géothermique est très faible. Alors tous ces transferts d'énergie, ça peut être observé grâce à ce qu'on appelle la tomographie sismique. Donc il est possible de cartographier le flux géothermique mondial à différentes profondeurs. La tomographie sismique, c'est en fait une technique qui permet de regarder les hétérogénéités de la température à l'intérieur de la Terre en 3D en utilisant les anomalies de vitesse des ondes sismiques. Donc une onde qui arrive avec un certain retard, c'est-à-dire une anomalie négative, a dû traverser une zone plus chaude, donc moins rigide que la moyenne, et une onde arrivant en avance, une anomalie positive, a dû traverser une zone plus froide. C'est ainsi qu'on arrive à trouver, par exemple, quand on observe une zone de subduction, on arrive à mettre en évidence la plaque plongeante jusqu'à 600 km au moins de profondeur. L'idée importante à retenir, c'est que la Terre est une machine thermique. Les plaques lithosphériques, leur formation, leur déplacement, leur disparition et tous les phénomènes associés, séismes, volcans, etc., ainsi que les points chauds, résultent du fait que la Terre libère en surface la chaleur qu'elle a produite à la fois en surface mais aussi en profondeur. Voici un schéma qui permet de récapituler tout ça, où on voit les transferts de chaleur soit par convection, soit par conduction dans les différentes couches du globe. Et on voit que l'inégale répartition du flux géothermique à la surface de la lithosphère va entraîner une inégale répartition des ressources géothermiques. Mais à partir du moment où on sait où sont ces ressources géothermiques, on va pouvoir les exploiter de différentes façons. L'énergie géothermique chauffe les roches et les fluides qui peuvent y circuler. Donc l'homme va pouvoir extraire ces fluides pour exploiter l'énergie. Donc deux exploitations possibles, on peut produire de l'électricité. Donc là, ça se fait que dans des cas précis, le cas de la géothermie profonde ou de la géothermie de très haute énergie. Donc celle-ci, on va pouvoir la retrouver dans des régions de volcanisme, de subduction essentiellement, mais aussi au niveau des points chauds et des rifts. Il existe une autre façon d'exploiter la géothermie, ça va être de la géothermie basse ou très basse énergie, où là on va pouvoir utiliser la chaleur de la Terre pour chauffer de l'eau ou des bâtiments individuels ou collectifs par transfert de chaleur entre les eaux chaudes issues du sous-sol et ce que l'on souhaite chauffer. Le type d'exploitation possible en un point donné du globe dépend donc du gradient géothermique en ce lieu et par conséquent du contexte géodynamique. Alors, dans le cas de la géothermie de basse énergie, c'est le cas du chauffage urbain collectif, le niveau élevé de la température de l'eau va permettre son utilisation directe pour alimenter des réseaux de chaleur. Dans le cas de la géothermie de très basse énergie, soit on peut utiliser directement l'eau pour chauffer des piscines, des serres, des bassins de pisciculture, soit on utilise un chauffage par pompe à chaleur. Donc là, la température de l'eau est insuffisante pour le chauffage des locaux, par exemple, ou des maisons individuelles, mais avec la pompe à chaleur, on peut réussir à utiliser l'eau souterraine. Alors maintenant, voyons le cas de la géothermie profonde. Donc là, on va aller jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Donc de l'eau froide est injectée en profondeur, à 5000 mètres. Elle va circuler dans les fractures de la roche chaude, ce qui va permettre d'augmenter progressivement sa température jusqu'à environ 250 degrés. Ensuite, l'eau va être pompée par la centrale pour pouvoir être remontée en surface. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, par le biais d'un échangeur thermique, transformer l'eau chaude en vapeur dans un deuxième circuit. La vapeur entraîne alors une turbine, puis un alternateur qui va produire l'électricité. Ensuite, on va pouvoir renvoyer de nouveau de l'eau dans la roche. Maintenant, nous allons voir la géothermie de haute énergie, type celle que l'on trouve à Bouillante en Guadeloupe. Donc première étape, de l'eau s'infiltre dans les failles de la croûte terrestre pour créer un réservoir à haute température. Donc là, on n'est pas trop en profondeur, on est à 1000 mètres environ. Donc l'eau qui s'infiltre, c'est soit de la mer, soit des intempéries. Ensuite, on va pomper l'eau grâce à une pompe, l'eau chaude est ramenée en surface et pendant la remontée, elle va pouvoir se transformer en vapeur. Une fois qu'on a fait ça, la vapeur fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur et l'alternateur va pouvoir produire de l'électricité.
Donc après ça, on va avoir une adaptation de la tension, un transformateur élève la tension de l'électricité pour le transport dans les lignes. Voilà, nous avons terminé pour ce chapitre et je vous remercie pour votre attention.